Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Les accords de N'Djamena vont-ils sauver ou diviser la République centrafricaine? C'est le thème du soir que nous allons aborder avec Jean-François Akandji-Combé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le coordinateur général du Rassemblement unitaire qui exige la fin, je cite, de l'ingérence du pouvoir du Tchad dans les affaires intérieures de la Centrafrique. Mais pourquoi qualifiez-vous justement cet accord de N'Djamena d'ingérence? C'est quand même une initiative, d'après le ministre de la Communication du Tchad, prise en tout cas sous la demande du président Touadéra. Alors, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Et je ne voudrais pas que nos téléspectateurs se trompent sur la nature du sujet que nous sommes en train d'aborder. C'est un sujet qui intéresse au plus haut point, ce n'est pas un sujet théorique, c'est un sujet qui intéresse la vie des Centrafricains. Les ingérences dans ce pays ont toujours débouché sur le malheur des Centrafricains, un malheur pour les Centrafricains, qu'il s'agisse de morts, de viols, etc. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour rendre un hommage à un compatriote résistant, Karl Blaguet, qui est mort du fait de l'importation de ces méthodes-là par l'ingérence, et notamment de l'importation d'une nouvelle culture politique qui est venue de Russie, autre ingérence dont nous parlerons, j'espère, et qui est en train de décimer notre jeunesse. Mais je lui rends hommage comme je rends hommage également à d'autres qui sont tombés avant lui, tels que Orphée Douak-Lekete ou Axel Brice. Mais pour répondre à votre question, ce que nous le faisons d'abord en tant que Centrafricains, citoyens centrafricains, et nous ne faisons que ce que tout citoyen du monde fait dans son pays. Il réclame l'indépendance et la souveraineté pour son pays. Et l'indépendance et la souveraineté pour son pays, cela implique la non-ingérence des pouvoirs extérieurs, des États extérieurs, dans les affaires internes du pays. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, nous avons décidé au Rassemblement unitaire de nous élever contre l'ingérence du Tchad parce que l'actualité centrafricaine a mené à cela. Nous y reviendrons sans doute. Il y a un accord qui a été signé un accord de paix, j'en conviens tout à fait, avec deux chefs de guerre qui sévissent en République centrafricaine, un accord qui est censé être un accord de paix et qui prévoit notamment l'ouverture du gouvernement la nomination au gouvernement pour ces personnes-là et l'intégration dans l'armée des troupes de ces deux groupes armés. Mais un accord de paix dans un contexte très particulier. Premièrement, M. Bobo, c'est l'un des signataires, et le deuxième qui est Ali Darassa, ne sont pas des Centrafricains. Dans l'architecture, je voudrais qu'on nous comprenne très bien, en République centrafricaine, il y a eu des multitudes de rébellions. Il y en a eu même jusqu'à une vingtaine de groupes armés en République centrafricaine. Pourquoi? D'ailleurs, vous remarquerez que le précédent accord, qui était l'accord de Khartoum, il y avait 14 groupes armés, et d'ailleurs, il y a eu d'autres subdivisions par la suite. En 2019. Or, de tous ceux des signataires, pour ne prendre que les signataires de l'accord de Khartoum, demandez-vous où se trouvent les autres chefs de groupes armés. D'abord, quelle est leur nationalité? Ils sont centrafricains. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils ne sont pas autour de la table de l'accord. Ils sont à la CPI, à la Cour pénale spéciale ou à la Cour criminelle de Bangui, où ils sont emprisonnés, comme l'un d'entre eux, Abdoulaye Miskin, ils sont emprisonnés au Tchad. Autrement dit, il y a un deux poids, deux mesures que nous considérons comme étant l'expression d'une politique anti-centrafricaine. On déroule le tapis rouge et on déroule même le chemin du pouvoir centrafricain à des étrangers. Bobo est tchadien. Il est le petit frère de quelqu'un qui a sévi en République centrafricaine également, mais qui aujourd'hui est le directeur adjoint de la police tchadienne. Ali Darassa est nigérien. Il a sa résidence établie au Tchad. Et ces étrangers-là, on nous demande
Et vous avez bien fait tout à l'heure d'évoquer ce qu'a dit le ministre de la Communication, le seul qu'on a vu communiquer là-dessus, voire émettre des injonctions jusque en étant à Bangui. C'est ce ministre de la Communication. Est-ce qu'il est ministre centrafricain? Est-ce qu'il est centrafricain lui-même? Il vient dans un pays qui est censé être un pays ami, et c'est lui qui donne des injonctions au gouvernement. Vous devez faire ceci, vous devez prendre dans votre gouvernement les signataires de cet accord, vous devez recruter dans l'armée, etc. Donc nous nous sommes élevés contre cela parce que pour nous, et je terminerai par là, il est arrivé aujourd'hui le temps où il faut que les Centrafricains reviennent dans leurs droits, dans leur dignité de Centrafricains. Et pour nous, la dignité des Centrafricains commence d'abord par le respect de leur souveraineté, c'est-à-dire par le fait qu'ils décident de leur sort eux-mêmes, qu'ils décident de leurs affaires eux-mêmes dans leur pays, et que par ailleurs, ils soient sur leur tête, leur terre, comme les propriétaires de cette terre-là. Et ça, c'est une cause qui dépasse le Tchad, qui dépasse les autres pays qui sont en ingérence en République centrafricaine. Je vous avais dit que j'en avais terminé, mais je voudrais, si vous le permettez, dire simplement que ceci ne veut pas dire que nous soyons opposés au peuple tchadien. Nous avons un passé, un long passé, et un long passé qui nous dessine un avenir en commun. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le drapeau centrafricain, dans les couleurs du drapeau centrafricain qui nous a été légué par Barthélemy Boganda, il y a une couleur qui représente le Tchad, parce que ce drapeau était l'unification de tous ces États-là. Donc nous avons des relations qui sont inextricables avec le peuple tchadien. C'est un peuple frère, comme tous les peuples africains, mais pour pouvoir mener ces relations amicales et fraternelles, il faut commencer par se respecter. En tout cas, l'Union africaine avait salué cette signature en y voyant là une avancée vers la stabilité. Et les rebelles, pour le moment, ont respecté l'accord. Il y a eu les dissolutions donc, du groupe des 3R. Et on a l'impression que l'ingérence vient plutôt de la Russie, car dernièrement, ce même groupe, donc les 3R, dit avoir été agressé et même voire attaqué par des mercenaires russes de Wagner. Est-ce que c'est le cas? Vous n'avez pas l'impression que justement, vous vous trompez d'ennemi? Nous ne nous trompons pas. Mais l'affaire est complexe et il faut remonter un tout petit peu dans le temps. Il y a 3 ans, pas jour pour jour, mais il y a 3 ans, les Wagner, en République centrafricaine, avaient décidé d'apporter leur concours à une rébellion tchadienne qui venait du sud et qui avait comme terrain de repli la République centrafricaine. Et en plus de cette formation, ils ont décidé, sous un prétexte de droit de poursuite, ils sont entrés en territoire tchadien avec des éléments de notre armée, les forces armées centrafricaines. Il s'en est suivi des morts de l'armée tchadienne et d'ailleurs une mobilisation de l'armée tchadienne sur nos frontières. Il y avait menace même de guerre. Moi-même, je suis allé sur une chaîne pour dire nous nous opposons, ceci ne se fera pas en notre nom, parce que notre pays ne peut pas servir de base arrière pour déstabiliser un autre pays ami, et notre pays ne peut pas entrer dans ce type de relations, des relations pernicieuses avec un peuple, un État et un peuple frère. Donc nous sommes cohérents avec nous-mêmes. De la même manière que nous refusons que notre gouvernement se mêle des affaires intérieures des autres pays, nous demandons, et c'est la moindre des choses, qu'il ne se mêle pas de nos affaires. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'autre aspect du passé qui fait que nous avons dirigé cette demande-là envers le Tchad, mais puisque vous évoquiez tout à l'heure les Wagner, la République centrafricaine aujourd'hui est un pays à la découpe qui est ouverte à toutes les ingérences. Je ne dis pas que les ingérences sont nécessairement du fait seulement de l'extérieur. Je n'exclus pas, mais nous en discuterons une autre fois, la responsabilité et la lourde responsabilité de ceux qui nous gouvernent, parce que c'est eux qui permettent cette ingérence-là et qui, ne serait-ce que par leur silence. Et donc, nous avons une République centrafricaine aujourd'hui où ceux qui commandent sont des Wagner, russes ou pas russes, des Rwandais, des Tchadiens en l'occurrence.
pour ce qui concerne cet accord-là. Et je vous passe même d'autres qui sont beaucoup plus occultes. Aujourd'hui, les terres centrafricaines sont en train d'être vendues dans les pays du Golfe. Ceci constitue, on est en train de constituer des lobbies qui vont décider à Bangui, qui vont décider de la destination de nos terres, là où nous avons enterré nos ancêtres. Donc ce pays, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un bout du chemin où nous estimons que l'une des causes majeures de la persistance des crises chez nous, c'est que précisément la voix des Centrafricains n'est pas entendue, l'intérêt des Centrafricains ne sert pas de guide aux politiques centrafricains, et que aujourd'hui le Centrafricain doit réclamer sa terre. Après, nous pouvons, c'est un pays d'accueil. C'est une terre d'accueil, la République centrafricaine. Nous vous accueillerons comme on accueille des invités. Mais l'invité, quand il arrive, il doit respecter les règles de la maison. Et en tant que coordinateur général du Rassemblement unitaire, étiez-vous justement, comme vous l'avez dit, directement impliqué dans une quelconque médiation ? Pas forcément justement envers le Tchad pour les 3R et les UPC, mais pour apporter quelques solutions, parce qu'en soi, quelle est la véritable paix sans passer par les compromis que vous avez cités justement? Je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que je sais qu'il circule dans certains milieux ce genre de rumeurs selon lesquelles moi j'aurais contribué de la même manière que ça a circulé à propos de la Constitution. Mais plus le mensonge est gros, plus on le profère avec certitude. Je n'ai jamais mis le pied à N'Djamena. Je n'ai jamais participé dans un quelconque pays à une quelconque médiation pour ce qui concerne cet accord-là, et je l'aurais pu d'autant moins que la position que je défends dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai milité et que j'ai coordonné ou que j'ai présidé, y compris le Conseil de résistance et de transition, notre position a toujours été de revendiquer un dialogue entre enfants du pays. Tous les enfants du pays, tous les Centrafricains, qu'ils soient des groupes armés ou qu'ils soient des partis politiques ou qu'ils soient de la société civile, et que, par ailleurs, les étrangers qui sont là, ils doivent d'abord être jugés, ensuite être reconduits chez eux. Par conséquent, une médiation de ce type-là, je n'en ferai certainement jamais partie. Cela étant, je reste disposé pour discuter dans les conditions que je vous ai indiquées tout à l'heure, et le Rassemblement unitaire, conformément même à sa dénomination, Rassemblement unitaire, nous luttons contre un pouvoir, nous luttons contre une gouvernance, mais c'est pour que demain, les Centrafricains se retrouvent tous ensemble, sans discrimination et sans exclusion, pour pouvoir reconstruire leur pays. Alors comment justement on reconstruit ce pays? Quelle est justement la solution pour trouver un bon accord de paix? La solution, c'est d'abord d'arrêter de manipuler. D'arrêter de manipuler le conflit lui-même, de manipuler les groupes armés à des fins politiques. L'accord de N'Djamena, pourquoi le coordonnateur général de la CPC n'y est pas? L'ancien président Bozizé. Pourquoi Abdoulaye Hissène, qui est un chef de groupe armé centrafricain, n'y est pas? Il est en prison. Pourquoi Abdoulaye Miskin, qui est un Centrafricain, n'y est pas? Il est en prison également, et cette fois-ci au Tchad. Au Tchad. Le Tchad qui prétend organiser donc cet accord-là. Un autre, Mahamat Saïd Abdelkani, par exemple, il est où? À la CPI. Il est centrafricain. Donc, par conséquent, il faut arrêter de manipuler et de se servir de la justice à des fins politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où, à la limite, le là a été déjà donné par le pouvoir d'aujourd'hui. Il a envoyé toute une série de Centrafricains à la justice, et certains viennent d'être condamnés. C'est le cas de Rambo, et c'est le cas de Ngaïsona. Rambo et Ngaïsona viennent d'être condamnés à la Cour pénale internationale, et j'en terminerai par là. Je veux dire que ceci, on ne peut pas faire de retour en arrière. La solution aujourd'hui pour suivre cela et pour qu'il y ait une même politique pour tout le monde, c'est que tous passent devant la justice. Les deux qui sont arrivés à Bangui auraient dû être arrêtés et livrés à la Cour pénale internationale. Ce n'est pas notre solution. C'est la solution qu'ils ont engagée contre les Centrafricains, et il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures défavorables aux Centrafricains.
Mais comment expliquer ce traitement de faveur? Qu'est-ce que gagne le Tchad justement derrière ça? Alors, nous avons une histoire assez longue, je vous le disais tout à l'heure, et assez complexe avec le Tchad. Le peuple centrafricain et le peuple tchadien ont des intérêts communs et ont des liens fraternels de longue date. Moi qui vous parle, mon tuteur avait son parrain qui était tchadien, il était prêtre. Son tuteur est l'ancien archevêque du Tchad. Il y a des échanges entre nos peuples qui sont des échanges profonds. Mais il y a des intérêts politiques. Il y a des intérêts politiques qui sont des intérêts d'un groupe de personnes, pas l'intérêt du peuple tchadien. Il y a d'abord des intérêts économiques. Il faut bien se le dire. Le chaos centrafricain profite à un certain nombre d'opérateurs économiques du chaos qui peuvent se livrer à des exploitations sauvages en République centrafricaine. Et je vous le dis avec certitude, parce que, en tant que coordonnateur du Rassemblement unitaire et en tant que président du CRT, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, y compris des personnalités tchadiennes d'aujourd'hui et d'hier. Et ceci, je le tire des conversations avec ces personnes-là. Il y a aussi toute l'économie de la transhumance. Beaucoup des caciques autour du pouvoir tchadien sont engagés dans cette économie de la transhumance. Et vous savez quel est l'état climatique du Tchad et quel est l'état de la nature en République centrafricaine. Et la République centrafricaine devient aujourd'hui un enjeu, pas seulement pour le Tchad d'ailleurs, parce que sur la question de la transhumance, ça remonte jusqu'au Niger, ça va jusqu'au Nigeria. Donc c'est de gros intérêts qui sont là derrière. Il y a cet intérêt économique. Il y a aussi un intérêt, sans doute, en l'occurrence, en l'espèce, sécuritaire, qui est de sécuriser la frontière tchado-centrafricaine pour éviter que la République centrafricaine devienne une terre de repli pour la rébellion tchadienne qui se lèverait contre le gouvernement. Mais ce sont de réels problèmes. Ce sont de réels problèmes qu'il faut traiter avec sérieux. Mais ces problèmes-là seraient traités d'autant plus sérieusement qu'on se respecterait et qu'on se réunirait pour pouvoir décider des solutions pour protéger ensemble les frontières, pour permettre que les populations frontalières puissent vivre en paix sans ces groupes de rapines qui sévissent partout, pour monter même des grands projets. Il y a eu un grand projet qui reste dans les tiroirs aujourd'hui, d'alimentation du lac Tchad par le fleuve Ubangui, mais ceci n'engage pas que la République centrafricaine, puisque le fleuve Ubangui sert de frontière avec les deux Congos. Donc ce que je dis là, c'est il faut avoir de l'audace, de la vision, et avoir comme objectif les intérêts des peuples et non pas des intérêts de dirigeants qui deviennent des opérateurs économiques un peu particuliers. Donc il y a tout cela qui fait que nos frères tchadiens, en tout cas ceux du gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, regardent la République centrafricaine plutôt comme une proie, une terre où on peut s'enrichir, où on a des intérêts, mais sur cette terre-là, il y a des personnes. Sur cette terre-là, et même sous cette terre-là, il y a les os de nos ancêtres à nous. C'est notre terre. Et par conséquent, nous voulons bien en profiter ensemble, mais venez discuter avec nous calmement et réglons les problèmes. D'abord les Centrafricains. La République centrafricaine n'est pas un marchepied pour des étrangers, qui plus est pour des gens qui ont assassiné des milliers de Centrafricains. Et face à ce problème, quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer face justement à ces arrangements? Vous savez, nous, au Rassemblement unitaire, nous en sommes revenus de la communauté internationale et je pense que c'est l'expérience, mais c'est aussi la réflexion et je pense que d'une manière générale, il faudrait qu'on change de posture par rapport à la communauté internationale. Nous disons, le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat pour la reprise de notre destin en main. Ce n'est ni le combat de la communauté internationale, ni le combat d'un État étranger. C'est notre combat. C'est notre combat. Nous le gagnerons. Nous le gagnerons. Maintenant, nous sommes ouverts à toute coopération. Et nous sommes ouverts à toute coopération avec tout peuple
à condition qu'on nous respecte et qu'on respecte la dignité des Centrafricains. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette dignité commence par le respect de la souveraineté de la République centrafricaine. Par conséquent, la communauté internationale doit pouvoir accompagner, mais avoir en vision les Centrafricains. Leurs besoins, ils ont besoin de se nourrir correctement, ils ont besoin de boire de l'eau potable, ils ont besoin d'avoir des hôpitaux pour pouvoir se soigner, ils ont besoin d'écoles, ils ont besoin... Les Centrafricains sont capables d'exprimer ce dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du peuple centrafricain. D'ailleurs, sur votre chaîne, j'ai bien observé, et je vous remercie de recevoir autant mes compatriotes ici, on a beaucoup le mot peuple à la bouche. Moi, je ne vous parle pas du peuple. Je vous dis, il y a des Centrafricains qui souffrent. Ce sont des individus, nous le savons tous, y compris dans les familles, les propres familles des personnes qui circulent ici pour vous parler du peuple de façon abstraite. C'est de ça qu'il s'agit. Les Centrafricains doivent redevenir maîtres chez eux. Monsieur Akanji Combé, on arrive bientôt vers la fin de l'émission et au-delà justement du cas spécifique de la Centrafrique et du Tchad, pensez-vous que cette situation illustre justement une incapacité plus large des États africains à défendre leur souveraineté ? C'est une question grave que vous me posez et qui mériterait une autre émission, mais je vais tenir dans le temps que vous m'accordez. C'est une question extrêmement grave. Nous sommes dans des temps où les Africains, surtout la jeunesse africaine, demandent ou exigent la souveraineté, sa souveraineté sur le continent, sur son continent et dans les différents pays d'Afrique. Nous avons aussi, au début de notre histoire de pays indépendants, des leaders qui ont milité, y compris en République centrafricaine, Barthélemy Boganda, pour une unification de l'Afrique, parce que ce n'est que de cette manière-là que nous pèserons dans les relations internationales, y compris les relations économiques internationales, et c'est notre position, c'est notre ligne. Maintenant, il faut arrêter de se voiler la face. La logique d'État est une logique d'État. Lorsqu'on dit que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, que vous preniez un État occidental ou un État africain, c'est la même chose. Nous avons des États africains aujourd'hui qui sont des États prédateurs, dont l'un se trouve chez nous. C'est le Rwanda. On vante généralement la réussite rwandaise. La réussite rwandaise se fait grâce à quoi? Grâce aux minerais de la RDC, grâce à un accord qui est rendu secret avec la République centrafricaine, etc. Et donc il nous faut faire attention, lorsque nous, en tant qu'Africains, entre nous, dans nos rapports, ne pas oublier que l'impérialisme, même le colonialisme, peut être africain. Et nous combattre cet impérialisme et ce colonialisme-là autant que les autres impérialismes et les autres colonialismes qui nous viennent de l'extérieur. Évidemment, et j'en terminerai par là, moi, ce n'est pas seulement de l'espoir. Moi, je crois dans l'unité africaine. Je crois dans le destin africain de la République centrafricaine parce que nous, de ma génération, mais aussi ceux de la génération de Centrafricains qui vont venir, nous avons le devoir de poursuivre la voie qui avait été tracée par Barthélemy Boganda et qui n'a pas réussi, celle d'une unification de l'Afrique progressivement, si possible, mais pragmatiquement, autour de l'intérêt des Africains et non autre chose. Et je pense que de cette manière-là, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une voie de la paix entre les États africains qui est notamment les ententes mutuelles pour aller vers une intégration plus grande et pourquoi pas vers un État de l'Afrique centrale et peut-être plus tard vers les États-Unis d'Afrique. Et quel rôle les citoyens africains peuvent-ils jouer pour réclamer et renforcer cette souveraineté, notamment à travers, justement, comme le vote, le mouvement Rassemblement unitaire? C'est une observation que j'ai faite sur l'Afrique tout entière, mais j'en reste à la République centrafricaine. Parce que la République centrafricaine a été pendant un temps, avec le président actuel, a été présentée en Afrique comme le chantre de la souveraineté. Et il y a un problème avec cette revendication de souveraineté, cette manière de revendiquer la souveraineté. On dit
souveraineté à l'égard des États étrangers, mais c'est pour mieux priver de parole et priver de leur pouvoir les citoyens même du pays. C'est une manière d'enlever la parole. Ça vaut pour la République centrafricaine, mais faites un peu le tour de l'Afrique, vous verrez que ce que je suis en train de dire est le schéma qui se développe dans beaucoup de pays africains. On crie souveraineté pour ne pas donner la parole au peuple. Or, un État, c'est quoi? Un État, c'est une chose vide, il n'existe pas. L'État existe par des êtres humains, des êtres de chair et de sang, qui sont les citoyens, les peuples. Et l'idée fondamentale de la souveraineté, c'est que cette souveraineté appartient au peuple. C'est pourquoi on demande aux États étrangers de ne pas venir se mêler de leurs affaires dans leur pays, parce que c'est à eux d'en décider. Redonner la parole aux peuples africains, et ça répond directement à votre question, les citoyens devront être au cœur de cette dynamique d'une nouvelle souveraineté effective africaine. Mais pour cela, malheureusement, nous devrons combattre, parce que c'est la loi du genre. On ne gagne pas la liberté en s'asseyant et en quémandant. On lutte. Merci beaucoup Jean-François Akanji Combé d'avoir accepté notre invitation, coordinateur donc général du Rassemblement unitaire. Et président du Conseil de résistance et de transition. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programme sur Global Africa Télésud.